Salut à toi, c'est Eturan. Un petit message avant de commencer la vidéo pour te dire que si jamais ça te plaît, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à partager autour de toi, ça permettra de faire découvrir mon travail. Et si jamais le contenu te plaît, je fais pas mal d'autres choses, donc regarde dans la description, il y a plusieurs liens qui pourraient t'intéresser, et sinon j'en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à toi. New York, écrit par Stéphane Wall, lu par Johan Fournier-Moreau. Partie 5. Chapitre 1. Des jours passèrent, des jours de souffrance pour l'enfant noir. Il vécut 6 semaines dans un enfer d'hallucinations. Il rêva qu'il était mâché par le bec des monstres. Il rêva que les rats le dévoraient vivant. Il se crut poursuivi pendant des nuits entières par les meutes de chiens sauvages, tandis que la tribu se moquait de lui en le lapidant. Il sentit véritablement dans sa chair les blessures des monstres, la morsure des rats et des chiens, le choc des pierres aiguës. Quand il émergeait dans une demi-conscience, une lumière atroce lui brûlait les yeux, des voix déformées vrillaient ses tympans. Il ébauchait des gestes de fuite et, gémissant, se sentait trop faible pour les accomplir. Un jour, le doc put annoncer « Je crois qu'il est sauvé. »« Un beau spécimen pour le vivarium de la cité, » dit Briggs. « Cela va démolir les théories de Steph sur l'existence des races colorées au temps pré-vénusien. »« Ce qui surprend le plus, » dit le doc, c'est qu'il est sexué. Cela a quelque chose d'horrible. Ce détail animal sur une silhouette humaine, c'est monstrueux. C'est assez écœurant, en effet. Vous croyez vraiment qu'il est né d'une mère comme une bête ? Sans aucun doute. C'est un homme naturel. Absolument naturel. J'ai hâte de le voir tout à fait rétabli pour juger du degré de son intelligence. Il s'est rendormi, voyez. Laissons-le tranquille. Je crois qu'il pourra s'alimenter normalement à partir de demain. Il est jeune. Les forces lui reviendront vite. Faisons comme lui, allons dormir. L'enfant entendit la voix des dieux s'éloigner. Une porte claqua. Il ouvrit lentement un œil. Pour la première fois depuis longtemps, il put le faire sans souffrir. Aucune lumière violente ne blessait sa rétine. Au contraire, juste au-dessus de lui, un plafond vert pâle diffusait un jour d'une douceur délicieuse. L'enfant noir a fait comme s'il dormait, dit-il d'une voix basse. Les dieux ont cru que l'enfant noir dormait. Depuis 3 jours déjà, les yeux clos, il guettait les paroles des dieux. Sans comprendre exactement leurs propos, il y discernait à la fois quelque chose de bienveillant et d'hostile, ou plutôt une espèce d'affection méprisante, d'où sa méfiance. Un profond soupir d'aise souleva sa poitrine. Il regarda avec intérêt son sang monter dans une grosse boîte, par un tube transparent, puis redescendre par un autre tube. Les dieux appelaient cette boîte organisme annexe, ou encore plus simplement annexe. L'enfant jeta les yeux sur son bras droit. Le premier tube était fixé au pli du coude par une espèce de ventouse. Le deuxième tube s'attachait de la même façon au creux de son genou gauche. Entre ses paupières mi-closes, il avait déjà vu le dieu nommé Doc 1 retirer les tubes. Sans hésiter, l'enfant tira légèrement sur les ventouses qui se détachèrent avec un bruit sec. Il examina son bras, sa jambe. Aucune blessure n'était visible. L'enfant se redressa et quitta sa couche confortable. Il regarda autour de lui. « Ce n'est pas beau ici, » dit-il. La pièce avait un aspect bizarre, un peu penché. Beaucoup d'objets cassés s'entassaient dans les coins. L'enfant passa une porte après avoir tâtonné un moment pour trouver le moyen de l'ouvrir. La pièce voisine était remplie de livres jetés en vrac sur le sol. L'enfant en prit un, l'examina dans tous les sens et sourit. « C'est une boîte qui parle avec des signes de Dieu, » conclut-il. Il lut un peu et ne comprit pas grand-chose. Jetant le livre, il en choisit un autre, gros et lourd. Il l'ouvrit, tourna la première page et lut. Dictionnaire universel encyclopédique, édition 900 PR. Il tourna ensuite une page blanche. La page suivante représentait un A magnifique. « Ah !» dit l'enfant ravi en caressant du doigt le caractère. Puis, plus bas, il put lire. « A. Première lettre et première voyelle de l'alphabet humain. Là nous renvoie à notre ancêtre, Homo sapiens terrien, l'animal le plus évolué de sa planète au temps pré-vénusien. » L'enfant tourna plusieurs pages et arriva au mot « alphabet ». Il lut attentivement plusieurs fois, prenant plaisir à reconnaître tout réuni les caractères qu'il aimait. Puis il examina l'ensemble du livre et eut un rire de contentement. L'enfant noir a compris. Toutes les choses sont rangées comme dans l'alphabet. D'abord A, puis B, puis C, jusqu'au bout. Puis entre A et B, d'abord AA, puis AB, puis AC, et après ça ACA, ACB, ACC. L'enfant noir a compris. Il va chercher le tas de signes qui se dit Dieu.
Dieu, sens propre. Superstition grossière de l'animal Homo sapiens comblant commodément toutes les lacunes de son savoir par l'existence d'un être invisible et parfait, omniscient, omnipotent, éternel, créateur et maître de toutes choses. Certains animaux de Mars croient encore en un dieu. Les Srèbes de Vénus croyaient en plusieurs dieux, voire Srèbes, sens figuré familier. On appelle Dieu un personnage ridicule et ignorant qui prend des airs capables. L'enfant secoua la tête. Ces signes mentent. Il rêva longtemps sur ce qu'il venait de lire et méprisa profondément ses sauveurs. Le Doc 1 et Ligne 3 ne sont pas des dieux, mais l'enfant noir sait bien qu'il y a des dieux. Le dieu maître de toutes choses est certainement leur chef, le chef de tous les dieux. Il peut tout. L'enfant lut avidement tout ce qu'il trouva. La masse énorme des choses qu'il ne comprenait pas était mise à l'écart dans un recoin de son esprit. Mais il n'oubliait rien et finissait par repêcher des mots qu'il avait d'abord négligés, le sens d'un adjectif ou d'un verbe voisin les rendant soudain compréhensibles. Au bout d'une heure, il ne lui fut plus nécessaire de lire ligne par ligne. Il enregistrait d'un seul coup 50 lignes à la fois. Bientôt, un simple regard sur une page lui suffit pour la savoir par cœur. Sa cervelle absorbait et assimilait des quantités prodigieuses, stimulées par une véritable boulimie de savoir. Au bout d'un certain temps, il eut épuisé le gros dictionnaire et le jeta, sentant qu'il n'aurait plus jamais besoin de l'ouvrir, qu'il n'en oublierait rien. Il se vautra sur le sol et lut tout ce qui lui tomba sous la main. Les traités scientifiques prédominaient, mathématiques, médecine, physique, astronomie. L'enfant n'eut pas beaucoup de peine à se passer d'ouvrages élémentaires. Il lui suffit d'un peu de réflexion pour les recréer mentalement. Chapitre 2. Un rayon de lumière se glissa entre les paupières du Doc. Il ouvrit les yeux et bâilla. « Bonjour, Ring 3, dit-il en se levant. Déjà au travail ?» Brigg alignait des équations sur une feuille de papier. « Il est pratiquement impossible de revenir sur Vénus, dit-il. Nous manquons d'outillage, de spécialistes. J'essaie quand même de trouver une solution. J'envisage de construire une nef plus petite. Cela représente environ 10 ans de travail, si toutefois je trouve les matériaux nécessaires. Il faudrait démonter celle-ci. Si j'étais vous, je ferais plutôt confiance à la chance. Que voulez-vous dire ? D'ici 10 ans, on sera certainement venu nous chercher. Je ne crois pas, Doc. Nous sommes portés manquants, c'est tout. Personne ne s'arrête jamais sur la Terre. Cette planète n'offre aucun intérêt. Il faudrait un hasard extraordinaire pour que des naufragés comme nous touchent la Terre exactement là où nous sommes, à Newark. Et vous savez que les accidents sont extrêmement rares. Le Doc se frotta les yeux. Il avait l'impression qu'un nuage se dressait entre lui et son compagnon. « Je ne sais pas ce que j'ai, » dit Brigg. « Je n'arrive pas à vous distinguer nettement. Je dois avoir la vue fatiguée. »« Vous aussi, vous... » Le Doc s'interrompit. Cette fois, il était certain qu'un nuage se formait devant lui. Il entendit le cri d'étonnement de Brigg, sans voir ce dernier. Le nuage prit une teinte plus foncée, se condensa, affecta la forme d'une silhouette humaine, puis se dissipa. L'enfant noir apparut à sa place. Le Doc se leva d'un bond et resta figé. Brigg ouvrit de grands yeux. L'enfant noir ferma le livre qu'il avait à la main. « Ne vous effrayez pas, dit-il, c'est une simple expérience de lévitation. L'intérêt de la chose est que je l'ai provoquée scientifiquement. » Il jeta le livre. Cet ouvrage ne relate que des faits sans les expliquer. Il est à peine dégagé de l'empirisme. Je suis heureux de constater que ma théorie était bien fondée. L'enfant se tourna vers le Doc. « J'ai oublié de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, Doc 1. » Il marqua un silence. « J'ai étudié mon cas, continua-t-il devant les deux hommes médusés. Vous auriez gagné du temps en dosant les séances de désintoxication suivant la progression par quotient. 3 minutes, 6 heures de repos, 12 minutes, 24 heures, puis 48 minutes, 96 heures, et ainsi de suite. « Par toutes les planètes !» rugit le Doc. L'enfant le regarda dans les yeux. Le Doc s'assit sur la couchette placée derrière lui. « Ne quittez pas mes yeux, dit l'enfant. Ça va passer, Doc. Détendez-vous, vous vous êtes trop fatigué ces jours derniers. » Il y avait quelque chose de comique à voir le sérieux de sa frimousse noire. « Là, poursuivit-il, je suis sûr que vous vous sentez beaucoup mieux. J'ai conscience de vous avoir donné un choc. » Il eut un rire gai, enfantin. « La pièce voisine de ma chambre est bourrée de livres, une vraie mine de renseignements. J'ai beaucoup appris cette nuit. » Il se tourna vers l'ingénieur qui paraissait statufié, au garde à vous, et s'approcha de lui. Il prit la feuille de papier noircie de calcul, la parcourut rapidement et branla la tête. « Vous... Excusez-moi surtout, je crois que vous n'y êtes pas du tout, Inc. 3. Ne vous inquiétez pas de ça, je vous dirai ce qu'il faut faire pour rentrer chez vous. »« Qui êtes-vous donc ?» balbutia Brigg. L'enfant eut l'air franchement étonné. « Hé, mais je suis l'enfant noir, celui que vous avez sauvé.
Je vous ai dit que j'ai lu presque tous vos livres cette nuit. Ça explique tout. Vous ne lisez jamais? Ligne 3 s'assit et s'essuya le front. Le doc se leva et posa sa main sur l'épaule de l'enfant noir. Comment t'appelles-tu, petit? Figurez-vous que je n'ai pas de nom. Dans ma tribu, on m'a toujours appelé l'enfant noir. J'aimerais m'appeler Alphabet. Ouais, vraiment, je trouve que c'est un joli nom. Le nom d'une petite chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre. Est-ce qu'on peut s'appeler Alphabet? Le doc sourit, rassuré. Il retrouvait un enfant sous ce génie monstrueux. C'est un peu long, peut-être. Nous t'appellerons Alf, si tu veux. Alf? Ouais, c'est mieux, c'est plus court. J'aime bien Alf. Le médecin s'assit et prit l'enfant sur un genou. Alf, j'ai quelques questions à te poser. Première question. Où as-tu appris à lire? L'enfant sourit à ses souvenirs. Sur les affiches publicitaires de New York. J'avais déjà vu des affiches à Santiago, un port de Cuba, mais je ne comprenais rien. Je prenais les images pour des dieux. Écoutez, puisque ça vous intéresse, je vais tout reprendre au début. Mon récit ressemblera à ces livres que vous appelez romans. En général, vos romans sont bêtes et ne servent qu'à perdre du temps, sauf pour moi qui ai tant de choses à apprendre. Je trouve beaucoup de petits détails utiles. Enfin, voilà. Ma tribu était constituée d'hommes barbares. Nous avions bâti le village dans l'ancien golfe du Mexique, entre Jamaïque et Cuba. Chapitre 3. Le doc et Ligne 3 étaient étendus côte à côte dans l'herbe douce tapissant une terrasse sous globe. Je n'ai jamais été aussi heureux, dit Brigg. Mais j'ai hâte d'être chez moi. N'avez-vous pas l'impression que tout cela va tourner à la catastrophe, Doc? Alf vous fait peur? Franchement, oui. Et il n'en fait qu'à sa tête. Trop de science dans une tête d'enfant. Pour l'instant, je ne me plains pas, dit le Doc. Vautré sur la pelouse, une pâquerette entre les dents, il respirait la béatitude. À boire, commanda Brigg. Une table robot tourna l'angle d'un mur et roula en silence dans l'allée jusqu'aux deux hommes. Doping 13, demanda l'ingénieur. Un bras métallique lui tendit un verre d'un liquide rouge. Vous ne prenez rien, Doc? La table hésita. Non, merci, dit le médecin. La table s'éloigna sans un bruit. Avouez que vous n'aviez pas soif, dit le Doc en riant. Vous ne vous lassez pas de jouer avec toutes ces petites choses. Nous avons pourtant mieux sur Vénus. Oui, mais on n'a jamais le temps d'en jouir. Et il faut bien s'occuper à quelque chose en attendant que ce petit démon soit disposé à construire notre nouvelle nef. C'est vraiment un enfant, vous savez. New York n'est pour lui qu'un jouet magnifique. Un jouet qui a fort bien su se remettre en marche, d'ailleurs. Son regard s'attarda sur la ville. Au loin, sur le bloc Guard, les fusées de transport, brillantes comme des têtes d'épingle dans le ciel bleu, arrivaient à raison d'une par seconde. L'immeuble ouvrait sa ronde bouche de métal et les gobait les unes après les autres, comme des mouches. Il les recrachait par la bouche de l'ouest et paraissait lancer vers l'Afrique un pointillé de balles traçantes qui s'infléchissait en une jolie courbe par-dessus l'horizon morne des jungles atlantiques. Les fusées rapportaient dans les entrailles de New York les matériaux fossiles arrachés aux mines du pays Kong. Plus près, l'immensité du bloc tournait lentement sur lui-même. Comme une ruche, il était environné d'un nuage vrombissant de robots volants entrant et sortant par ses milliers d'ouvertures. C'est un enfant, comme vous dites, Doc. Pour l'instant, il s'amuse. Mais ne peut-il devenir dangereux pour nous quand il cherchera d'autres jouets? Il finira par vouloir jongler avec les planètes. Je crois que... Brigg! Non, laissez-moi parler, Doc. Je sais que vous êtes attaché à lui. Moi aussi, d'ailleurs. Mais il faut voir les choses en face. Physiquement, ce n'est qu'un petit animal. Mentalement, c'est un monstre. Le monstre le plus dangereux qui ait jamais vécu. Doc! Brigg posa la main sur le bras du médecin. Il acheva d'une voix sourde. Je crois qu'il faudrait... Enfin, dès qu'il aura construit la nef, il faudra le supprimer. C'est un devoir envers tout le système Sol, peut-être envers l'univers tout entier. Vous ruminez de sombres pensées, Brigg, dit une voix claire derrière l'ingénieur. Les deux hommes sursautèrent. L'enfant noir était derrière eux, souriant. Les traits du visage de Brigg s'affaissèrent. Il pâlit. Et maintenant vous avez peur, dit Alf. L'enfant s'assit sur la pelouse. Il enroula négligemment un brin d'herbe autour de son petit doigt à l'air concentré. L'ennui avec vous, c'est que vous vous croyez supérieur parce que vous êtes né dans un bocal, un ovule fécondé par une étincelle. Parce que je suis sexé, parce qu'une mère m'a donné le jour, vous me prenez pour un animal. Vous vous décernez à vous-même le titre d'homo supérieur. En fait, vous n'êtes pas des hommes, mais des robots. Il leva la main pour empêcher le doc de parler. Oui, je sais bien, j'exagère. Je veux dire que vous vous acheminez vers une civilisation de robots. Vous avez aboli la conception naturelle. De siècle en siècle, vous abolirez une autre chose, puis une autre encore. Vous ne serez plus des hommes. Vous voulez monter très haut dans la puissance, mais vous n'avez gardé aucun point d'appui. Vous avez eu tort de couper vos racines. Voyez-vous, je suis déjà monté plus haut que vous.
Mais ma personnalité s'étend de l'animal jusqu'à l'homo multipotens. La vôtre ne va que de l'homo artificialis à l'homo supérieur. Ce serait à moi de vous mépriser si j'étais encore capable de mépriser quelqu'un. Le doc parla d'une voix lente. « Alf, dit-il, tu as entendu notre conversation. »« Bien sûr, dit l'enfant. Mon petit Alf, crois-moi. Quelles que soient nos pensées, il y a une chose certaine, c'est que nous t'aimons. Je te conjure de le croire. » L'enfant sourit. « Je le sais bien, Doc. C'est une des choses que votre civilisation n'a pas encore réussi à supprimer, l'amour. C'est pourquoi je vous aime aussi, malgré vos folies passagères. Tenez, je me rappelle avoir lu quelque chose dans votre dictionnaire, Doc. La définition du mot Dieu, superstition grossière de l'homo sapiens. En êtes-vous vraiment là? C'est un signe indubitable de votre insuffisance. Vous avez été assez fort pour fouler aux pieds les vieilles idoles et même l'idée un peu simple que l'homo sapiens se faisait de Dieu. Mais si vous n'avez rien mis à la place, il vous manque quelque chose. Crois-tu en un Dieu, Alf? Je crois en Dieu, mais je ne crains de ne pouvoir vous l'expliquer. Vous êtes trop supérieur ou pas assez pour comprendre. Voilà ce que l'on gagne à naître dans un bocal. Vous n'avez pas assez d'intelligence et vous avez perdu la naïveté. Pauvre, pauvre supérieur. Alf regarda Niurk à travers le dôme transparent. Des hommes de métal se pressaient dans les rues. Bientôt, tous ces robots seront bons pour la refonte. Je n'en aurai plus besoin. C'est un peu bête, un robot. Un sourire enfantin illumina son visage. Venez avec moi, dit-il. Je vais vous montrer quelque chose. Il les prit tous les deux par la main. Les deux hommes virent tout se brouiller alentour. Ils eurent une sensation de chute vertigineuse dans le néant. Puis ils se retrouvèrent dans une petite salle où 10 enfants noirs feuilletaient des volumes à toute vitesse, jetant à peine un regard sur chaque page. Alf tenait toujours ses amis par la main. « Qu'en dites-vous » demanda-t-il. « Quels sont ces… » Alf éclata de rire. Il désigna l'un des enfants. « Celui-ci est moi, affirma-t-il. Celui-là aussi. Tous les autres également. » Il ajouta d'un air sérieux. « Je suis en train de m'instruire. C'est plus rapide ainsi. Je lis tout, toute la bibliothèque de Niurk, même les ouvrages sans valeur. Il y a toujours quelque chose à glaner. » Le doc et Brigg gardèrent un silence atterré. « Lévitation, dédoublement, balbutia enfin le doc. Où vas-tu t'arrêter ? » « Écoutez ce que je vais dire, jubila Alf. Écoutez bien. Ces choses font beaucoup d'effet, mais ne sont pas difficiles. » Chacun des 10 enfants n'avait prononcé qu'un mot et la phrase avait pourtant coulé sans heurts, comme naturellement prononcée par une seule personne. Un vague sourire de connivence se jouait sur 10 bouches enfantines pendant que chacune continuait à feuilleter son livre à toute vitesse. « Je vais vous dire autre chose, dit Alf. Il s'approcha d'un enfant noir tout en parlant et prit sa place tandis que l'autre se levait. « Celui qui s'assoit et celui qui se lève sont également moi-même, continua le deuxième en éclatant de rire. L'autre feuilletait son livre. « Mais celui que nous avons sauvé est le premier, dit le doc en regardant les 2 enfants tour à tour. Lequel est-ce ? Il est actuellement occupé à mettre en place une nouvelle centrale pour le bloc Manhattan, aidé par 200 frères jumeaux. Mais ce renseignement que je vous donne n'a aucune valeur de curiosité, continua l'enfant après une fraction de seconde de disparition totale. C'est toujours moi, absolument moi. N'ouvrez pas de grands yeux, Brigg. Je suis l'original, si cela peut vous intéresser. La fraction de seconde pendant laquelle j'ai disparu m'a servi à intervertir les sujets. La bouche qui a prononcé la première partie de ma phrase est en train d'ordonner quelque chose à un robot du bloc Manhattan. Chapitre 4. Dans une vaste salle claire, une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants étaient alignés les uns à côté des autres, immobiles. Le premier individu de la rangée montrait une haute stature, des muscles carrés saillaient sous le hâle de sa peau. Une barbe d'or s'étalait largement sur son torse. Comme lui, les autres étaient pieds nus. La plupart, surtout les femmes, portaient des traces d'une affreuse misère physiologique. De vieilles cicatrices striaient leurs membres. Leurs pieds, leurs coudes et leurs genoux montraient des callosités dues à la marche ou à la reptation en terrain vierge. On voyait les côtes des enfants au ventre bombé. 3 personnages apparurent brusquement devant eux, Alf tenant les 2 Vénusiens par la main. « Je vous présente ma tribu, » dit l'enfant noir. Il désigna l'Hercule blond, figé comme une statue. « Celui-ci est Tose, dit-il. Puis voici Bag. Et Gam! Je ne vous présente pas tous les autres, ce serait inutile et trop long. » Il entraîna ses amis à l'autre extrémité de la rangée. « Voilà l'ours, » annonça-t-il. « Mon ours. »« On les croirait vivants, » dit le doc. « Ils sont vivants, » protesta l'enfant. « Toutes leurs fonctions sont simplement ralenties. » Brigg hocha la tête. « Alf, » dit-il, « je peux imaginer que tu as retrouvé leurs cadavres, mais il m'est impossible d'admettre que tu leur as rendu un aspect normal. Ils devraient porter les traces de la radioactivité gazeuse. »« Ce ne sont pas leurs cadavres, voyons, » dit Alf. « Je les ai entièrement refaits. Ces hommes sont artificiels, quoique normaux. » Il pinça la peau du bras de Tose.
Cette peau vient d'un laboratoire qui m'en fabriquait 3 mètres à l'heure. Ce laboratoire a été démonté depuis, je n'en ai plus besoin. Épithélium, conjonctif, musculaire, osseux, j'ai pu mettre au point la production de n'importe quel tissu vivant par accélération mitosique. Le plus difficile était d'obtenir les cellules initiales. Il caressa le bras de Bag. Le reste a été facile, presque aussi facile que le montage d'une machine. J'ai commencé par le squelette, puis progressivement les muscles et certains organes. Enfin, pour la peau, ce n'était plus que du travail d'habilleur. Le plus gênant était d'agir sous un courant de plasma. La mise en place du système nerveux m'a aussi posé quelques problèmes. Je l'ai télécommandé à l'intérieur de chaque individu. Qu'en dites-vous, Doc ? Le Doc se frotta le nez. Que veux-tu que je dise, mon petit ? Je suis épouvanté. Oui, c'est cela. De l'épouvante. J'ignore si je pourrais supporter une autre de tes fantaisies effrayantes sans devenir fou. Vous ne deviendrez pas fou, rit Alf. Je suis là pour veiller sur votre santé. Les mécanismes mentaux n'ont plus de secret, croyez-moi. Sachez que lorsque ma tribu se remettra à vivre normalement, j'entends, chaque individu retrouvera intact tous ses souvenirs, tous ses instincts tels qu'ils étaient fixés dans les muscles disparus. Les muscles ? Je dis bien, les muscles. Ne croyez pas que le cerveau comprenne quoi que ce soit. Le système nerveux n'est qu'un relais. Il relie la fonction sensitive à la fonction motrice, et encore, pas toujours. L'estomac comprend, sait qu'il a faim et envoie au valet cerveau l'ordre de transmettre ce renseignement aux muscles intelligents qui doivent agir en conséquence. C'était la grosse erreur de votre physiologie de voir les choses différemment. La pensée n'est qu'un ensemble complexe de micro-contractions ou de micro-sensations musculaires, et même si vous pensez un mot abstrait, ce n'est jamais que la micro-formation rapide et inconsciente de ce mot par vos muscles linguaux qui constitue votre pensée même. Les hommes prévénusiens, Homo sapiens bien entendu, avaient déjà entrevu la vérité. Mais les textes de ces précurseurs ont été perdus lors du grand exode vers Vénus. « Mais c'est impossible !» s'insurgea le doc. « Le cerveau est un organe sans lequel… » « Oui, Doc, je connais par avance tous les impossibles que vous allez me jeter à la figure. Il faut dire que mon petit exposé a été trop bref pour vous convaincre. Je ne vous ai pas donné de détails probants. Mais je vous expliquerai cela une autre fois, j'ai encore des choses à vous montrer. » L'enfant désigna le plafond. Au-dessus de chaque membre de la tribu pendait à un fil une lampe en forme d'entonnoir. Chaque lampe, expliqua Alf, fait défiler dans chaque organisme le film de ses propres souvenirs. Il alla consulter un cadran derrière Toz, puis, désignant celui-ci, ce Toz immobile que vous voyez là est en train de rêver qu'il combat un ours. Mais son rêve a la netteté du réel. Quand je rendrai Toz à la vie, il sera exactement le même qu'autrefois. Naturellement, j'ai opéré quelques retouches, j'ai supprimé le souvenir de son agonie, par exemple. Il se figurera être rentré au village aussitôt après avoir été libéré des poulpes géants. Alf s'assit sur le sol. « Excusez-moi, dit-il. Je suis fatigué. Ce sera fini dans 1 minute. » Son corps parut s'animer d'un tremblement convulsif. L'enfant se releva. « Là, dit-il, tout le monde est rentré. » Il sourit à ses amis. « J'ai appelé à moi tous mes jumeaux. Vous avez devant vous un seul et unique exemplaire de l'enfant noir. Je ne travaille plus nulle part pour l'instant. Je suis seulement en train de converser avec vous. » « Impensable, dit lentement Brig en branlant la tête. L'enfant éclata de rire. « Eh bien, Brig, avez-vous toujours envie de me tuer ?» Brig le regarda dans les yeux. « Si, comme je le suppose, tu peux lire mes pensées, tu dois savoir que non. » L'enfant éclata de rire. « Je vous aime bien, Brig. Je vous aime bien tous les deux, mes chers supérieurs asexués. » Il les prit par la main. « En avant, dit-il. J'ai encore des révélations à vous faire. » Chapitre 5. Suivant leur guide, ils se laissèrent emporter plus haut par un escalator. « Et la lévitation, qu'en fais-tu » plaisanta le doc. « C'est fatigant à la fin, répondit Alf. Déplaçons-nous d'une façon normale pour une fois. » À mesure qu'ils montaient, leur parvenait le crescendo perlé aérien d'une musique lointaine. « C'est joli, n'est-ce pas » dit l'enfant. Il les entraîna dans un couloir qui se terminait en passerelle en débouchant dans le vide d'une salle immense. Il faisait presque sombre. L'irréelle clarté qui nimbait de bleu la passerelle et les visages des 3 amis venait d'une multitude de billes de feu paraissant flotter autour d'eux dans l'espace. Il y en avait de plus ou moins grosses, depuis la taille d'une tête d'épingle jusqu'à celle d'une pomme. Certaines brillaient d'un vif éclat bleu, d'autres tiraient sur l'orange. D'elles venait également la musique céleste qui avait étonné les 2 Vénusiens. Chaque boule paraissait émettre un son léger, chaque son se fondait dans l'immense harmonie des autres. Les 2 amis de l'enfant avaient sur le visage une expression sereine et ravie. « C'est magnifique, dit enfin le doc. À quoi cela sert-il » Il parlait à voix basse, comme dans un temple. « On se croirait dans l'espace, au milieu des astres, remarqua Brig. Vous ne croyez pas si bien dire, admit l'enfant. Il engloba du geste l'énorme anneau suivant la forme duquel des milliards de sphères se congloméraient autour d'eux.
La passerelle avançait à peu près au centre de cet anneau qui passait à une centaine de mètres au-dessus et en dessous. « Vous avez devant vous une reproduction exacte de notre galaxie, dit Alf. Je vous informe que cette reproduction est animée. Il désigna une petite boule brillante non loin d'eux. Voici Sol et son cortège de planètes. Chaque planète est animée des mêmes mouvements qu'elle effectue dans la réalité. Ce synchronisme est d'ailleurs parfait car Mars, par exemple, influence directement la position de la maquette. Il en est de même pour les autres. Brigg et le doc se penchèrent en avant, dévorant des yeux le petit soleil. Je ne vois aucune planète, dit le doc. L'enfant claqua des doigts. L'écran, ordonna-t-il. Un robot s'avança sur la passerelle, poussant devant lui un chariot métallique surmonté d'un cadre circulaire. Les pas lourds du robot sonnaient en écho sinistre dans la salle. Merci, dit l'enfant. Le robot s'éloigna. L'enfant cadra le système solaire au milieu du bizarre cerceau porté par le chariot. Appelez ça une loupe, si vous voulez, dit-il. Les planètes sont trop petites pour que vous les distinguiez à l'œil nu. Il pressa un bouton. Le système solaire tout entier grossit à la vue des deux hommes. Merveilleux, dit Brigg. Voyez, Doc, c'est bien Vénus, et Mercure, et Mars, exactement. Mais... Il rit légèrement et jeta un regard complice au Doc. C'est la première fois que je te prends en faute, Alf, continua-t-il. Tu as oublié la Terre, c'est pourtant la planète qui nous intéresse le plus pour l'instant. Je n'ai pas oublié la Terre, dit l'enfant. Mais où la vois-tu demanda le doc, les yeux exorbités sur le système solaire. D'un air détaché, comme un enfant qui avoue une énormité avec naturel dans l'espoir que personne ne le grondera, Alf déclara. La Terre est sortie du système solaire, elle est ailleurs. Les deux Vénusiens gardèrent un calme effrayant pendant une bonne minute. Puis Briggs se précipita sur l'enfant et le secoua par les épaules. Tu ne veux pas dire que tu as l'intention de faire ça, Alf, tu deviens fou. Tu te moques de nous, renchérit le doc. Empêcher une bille de tourner autour d'une lampe est facile, mais jouer avec de vraies planètes... L'enfant s'arracha doucement à l'étreinte des ingénieurs. C'est possible, dit-il lentement. C'est même fait. Il se détourna, marcha vers l'autre extrémité de la passerelle et tira une poignée. La passerelle monta d'une vingtaine de mètres. L'enfant prit une longue baguette et désigna précautionneusement un point au centre de l'anneau galactique. Voici la Terre, dit-il. Je ne cherche pas à vous impressionner, c'est la vérité. De même que cette minuscule parcelle, il centra le point invisible au milieu de l'écran et poussa un bouton pour obtenir un fort grossissement visuel. La Terre apparut, avec ses hauteurs à profil reconnaissable, avec ses dépressions asséchées. De même, disais-je, que cette parcelle se trouve au centre de la salle, sa grande sœur, la vraie Terre, avec ses jungles, ses villes mortes, ses monstres, avec Niurk et nous-mêmes qui discutons en ce moment, nous nous trouvons à une distance considérable de Sol, en plein centre de la galaxie. La Terre est la plus isolée de toutes les planètes, à l'abri de tous les dangers qui pourraient venir de l'étranger. Car je doute qu'on puisse arriver jusqu'à nous. J'ai d'ailleurs pris les précautions voulues. Le doc eut un gros soupir tremblé. Briggs s'essuyait le front avec frénésie, tous deux gardaient un silence mortel. L'enfant noir reprit, et sa position est parfaitement sûre, à égale distance de toutes les forces d'attraction des autres étoiles. Ses forces s'annulent et la maintiennent en un point à peu près fixe. Le doc se reprit le premier. C'est idiot, se dit-il. L'enfant est devenu fou, il s'amuse avec des petites boules et prend ses désirs pour des réalités. Prenons cette discussion avec indifférence, comme un jeu de l'esprit. Il cligna discrètement de l'œil en direction de Briggs, mais l'ingénieur était trop atterré pour le remarquer. Le doc s'approcha de l'écran grossissant. « Et peux-tu m'expliquer comment tu as pu faire voyager la Terre » demanda-t-il d'un ton paternel. « Imaginez, dit l'enfant, que je veuille déplacer une balle sans la basculer sur son axe. Que ferais-je ? Je commencerai par maintenir fermement ces deux pôles par deux épingles, et j'amènerai les épingles là où je veux. » Il rêva un instant, puis continua. « Je vous emmènerai au pôle un jour, vous y verrez les traces de mes installations. Pour parler comme les poètes de jadis, j'ai mené la Terre à travers l'espace en lui passant un mors d'argent, comme un cheval, et mes rênes s'attachaient aux deux pôles. Le mors dont je vous parle était constitué d'un champ de force traversant la Terre du nord au sud comme une longue aiguille transperçant une orange. « Non !» explosa Briggs. « Tu ne me feras pas croire une chose pareille. Tu rêves éveillé, mon petit. Tu t'es trop fatigué avec tes expériences idiotes et dangereuses. » Il porta une main tremblante à son front et poursuivit. « Et Sol ! La succession des jours et des nuits s'est toujours passée normalement. Nous sommes donc restés près de Sol. Et toutes ces perturbations que cela aurait entraînées, et la Lune. » « Ah, la Lune, admit l'enfant. Je l'ai perdue en chemin, je l'ai laissée capter par une constellation. Mais je m'en suis aperçu à temps et j'en ai volé une autre au passage un peu plus loin. Fera toujours rêver les habitants de la Terre par les nuits claires. Elle n'a pas tout à fait le même aspect, mais qu'importe. Tenez, la voici. » Le doc scruta le satellite de la petite Terre. « Par Sol, jura-t-il, c'est pourtant vrai. Notre Lune était un peu plus petite. Quant aux perturbations dont vous parliez tout à l'heure, Briggs, vous ne les avez pas remarquées parce que je vous ai fait dormir à votre insu pendant 6 mois, vous et le doc, pendant que je menais la Terre en zigzag à travers les constellations, comme un bon capitaine dirige son bâtiment entre les récifs. » D'abord scandalisé, le doc haussa les épaules.
Allons, dit-il. La plaisanterie a assez duré. Ce matin, il fait jour comme d'habitude. Quel est le sol qui nous a éclairés? L'enfant sourit et désigna près de la terre une petite étincelle qui disparaissait peu à peu derrière Usa. Voilà le sol que vous avez vu se lever ce matin, Doc. Je l'ai créé de toutes pièces. C'est une minuscule étoile satellite de la Terre. Elle donne autant de lumière et de chaleur que Sol parce qu'elle est plus rapprochée. Vue de chez nous, elle a le même aspect et la même utilité. Désormais, c'est Sol qui tourne autour de la Terre et non la Terre qui tourne autour de Sol 1. Mais je vous répète que pour nous, il n'y aura pas de différence, notre rythme de vie n'en sera pas changé. Alf fit signe aux deux hommes de le suivre. Venez, vite, dit-il. Chapitre 6. Ils se retrouvèrent au sommet du plus haut bâtiment de New York, sous une coupole transparente. Voyez, dit l'enfant en désignant le soleil couchant. Voilà l'étincelle dont je vous montrais le modèle tout à l'heure. Brigg éclata de rire. Nom de... Tu m'as presque fait marcher, Alf. Tu as des dons de comédien sensationnels. L'enfant leva la main. Attendez un peu, dit-il. La nuit va tomber rapidement maintenant. Nous allons voir si j'ai des dons de comédien quand vous ne reconnaîtrez plus les constellations habituelles. Les étoiles vont devenir visibles. Dans l'heure qui suivit, le Doc et Brigg durent se rendre à l'évidence. Il leur fut impossible de retrouver la carte du ciel telle qu'ils la connaissaient depuis toujours. L'enfant dut les emmener d'urgence dans un laboratoire pour les soigner. Le choc avait été trop dur pour eux. Et maintenant, dit Alf, lorsqu'il les eut remis sur pied, je suis obligé de remarquer qu'il y a une question que vous m'avez posée ni l'un ni l'autre. Une question qui devrait pourtant vous tenir à cœur. Le Doc réfléchit. Comment allons-nous revenir sur Vénus demanda-t-il enfin. Voilà ce que j'attendais, dit Alf en tapant puérilement dans ses mains. Je vous répondrai tout à l'heure. Et pourquoi, Doc, ne m'avez-vous pas demandé cela plus tôt? Ma foi, Tu nous as complètement retourné avec tes révélations, coupa Brigg. L'enfant noir prit un air espiègle. Ce n'est pas ça, dit-il. Je vais vous dire, moi, pourquoi vous ne m'avez pas demandé plus tôt comment rentrer chez vous. C'est parce que vous n'en avez pas tellement envie. Pourtant, protesta faiblement le Doc, il est certain, avoua Brigg, que mon désir de rentrer se fait de plus en plus platonique. Je voudrais être sur Vénus, ou plus ou moins ma raison me le dit. Mais je suis attaché à la Terre, même si elle est devenue une planète isolée comme jamais aucune ne le fut. Vous avez exactement exprimé mes sentiments, dit le Doc. Au fond, je ne désire pas m'en aller d'ici. Et pourquoi, d'après vous? L'ingénieur jeta un regard envieux à l'enfant noir. Je soupçonne Alf de nous avoir fait absorber une mixture quelconque, ou plutôt... Oui, dit l'enfant. Achevez votre phrase, ou plutôt de nous avoir influencés par je ne sais quel rayon. Alf leva un doigt solennel. Écoutez-moi bien, dit l'enfant. Je ne pouvais pas faire une chose pareille au Doc et à Brigg, qui sont mes amis. Je leur avais promis de leur construire une nef de secours, je l'ai fait. Quand vas-tu nous la montrer demanda le Doc d'un ton lamentable. Je ne sais pas ce qui se passe en vous, Doc. Vous n'avez plus envie de rentrer, mais votre loyalisme envers votre gouvernement va vous obliger à embarquer, si j'ai tenu parole et si la nef est prête. Vous êtes un homme d'honneur. Le Doc se passa la langue sur les lèvres et ne répondit pas. Rassurez-vous, mes amis, dit Alf. La nef est partie sans vous. Quoi s'étrangla Brigg. Alf rit de bon cœur. Ne soyez pas hypocrite, Brigg. Avouez que cette révélation vous a soulagé. Vous êtes aussi content que le Doc. Allons, avouez vite. Les deux hommes avaient les yeux humides. L'enfant les prit affectueusement par le bras. De mon côté, j'avais un problème à résoudre. Moralement obligé de tenir ma promesse, je souffrais de me séparer de vous. J'ai donc tenu parole et j'ai donné la nef au Doc et à Brigg. Il y a longtemps qu'ils sont arrivés sur Vénus. Tu as envoyé des copies de moi et du Doc sur Vénus, explosa Brigg. Non, dit Alf, je n'aurais pas tenu parole en conservant les originaux. C'est vous qui êtes des copies. Mais alors, nous vivons un rêve, nous, balbutia le Doc. Je vous ai fabriqué de toutes pièces, déclara l'enfant. Je vous répète que le vrai Doc et le vrai Brigg sont partis. Vous n'êtes que des copies parfaites, à ceci près que, voulant garder ces copies pour moi, je les ai faites de telle sorte qu'elles désirent rester sur Terre. Mais enfin, c'est impossible. Je suis Brigg. Je me sens le même. C'est une histoire folle. Brigg chancela. Vous vous sentez le même, dit l'enfant, imitant le ton de l'ingénieur. Vous ne pouviez pas me faire meilleur compliment. Ceci me prouve à quel point vous êtes réussi. Et dire que vous exprimiez des doutes quant à la perfection du nouveau Tose et de la nouvelle tribu. Pour moi qui savais, ces doutes avaient dans votre bouche une certaine saveur. Il rêva un instant, puis continua. La fatalité m'avait privé de ma tribu, je m'en suis fabriqué une autre identique. La parole donnée m'avait obligé à envoyer chez The Brigg et le Doc, je m'en suis fabriqué d'autres. Il se tourna vers ses amis. Je vous donne New York, dit-il. Je suis certain que vous allez bien vous amuser avec. Les grandes vacances sont commencées. Moi, je vais vous quitter, je vais mener la seule vie qui vaille la peine d'être vécue. Tu veux t'en aller, mon petit Alf s'inquiéta le Doc. L'enfant sourit. C'est marrant de s'entendre appeler mon petit Alf par quelqu'un qu'on a fabriqué. Oui, je pars. Mais je reviendrai vous voir assez souvent. Chapitre 7.
La brousse émettait un bruissement de cigales, à peine rompu de temps en temps par le lointain roucoulement d'un ramier. La sueur coulait sur le front des chasseurs. Toz s'inclina vers le sol, examinant des traces. Il déroula lentement sa fronde et dit à voix basse. « Les chiens sauvages ne sont pas loin. Toz va les tourner par le sud avec Bag et Gam. L'enfant noir les attendra ici, avec les autres chasseurs. » L'enfant fit un geste d'assentissement. Les 3 hommes s'enfoncèrent dans les buissons. L'enfant fit signe aux autres de l'imiter et se coucha dans les hautes herbes. Il était mal. Des cailloux blessaient ses genoux. Un moustique lui piquait l'épaule. Il avait trop chaud. Il lécha la blessure d'une épine à son poignet, essuya la sueur qui lui piquait les yeux et prit le bâton brillant. « Que les chasseurs se taisent, dit-il. Les chiens sauvages vont arriver par ici. Les chasseurs vont les tuer à coups de pierre. L'enfant noir les aidera avec l'arme des dieux. Il y aura beaucoup de viande dans le brasier du village ce soir. » Il fit signe à l'ours de s'allonger près de lui et lui caressa la tête. Puis il mit son oreille contre le sol, guettant le galop des chiens. Un sourire indéfinissable errait sur ses lèvres saignantes, gercées par le froid de la nuit précédente. « La seule vie qui vaille la peine d'être vécue, » murmura-t-il, en pensant à la pâle copie d'Alf que Brigg et le doc, les vrais, avaient emmené sur Vénus sans rien soupçonner de la substitution. Et voilà, c'était un premier essai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais vraiment développer la partie livre audio dans mes différents projets. Du coup, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as des retours à me faire également. Je vous rappelle que si ça vous plaît, partagez autour de vous histoire de faire connaître un petit peu mon travail. Et donc comme je le disais en début de vidéo, je fais pas mal de choses à côté. Je stream sur Twitch, donc autour du jeu vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube avec un ami à moi dans lequel je réalise des aventures narratives dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tout est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite des aventures de New York.